Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec l'Olympique de Marseille qui a repris sa marche en avant avec cette belle victoire 2-1 à Nantes et qui essaiera de confirmer vendredi soir avec la réception de l'AJ Auxerre. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Enzo Bonalana. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Le patron du débrief Maritima après les matchs qui est venu nous rejoindre, membre actif forcément du bar des supporters. Comment ça va Enzo ? Écoute, ça va très bien, on démarre une belle semaine avec une victoire de l'Olympique de Marseille, donc tout va bien. Alors c'était quoi la tonalité du débrief dimanche soir après la victoire ? Est-ce que tu as eu l'impression que les supporters étaient rassurés après ce 2-1 à Nantes ? Alors étonnement non, sincèrement. Alors j'ai vu des supporters heureux, bien entendu, on l'a vu avec Jacques, on l'a entendu, ils étaient heureux bien sûr après la gifle reçue contre le Paris Saint-Germain, mais étonnement avec encore des doutes, notamment sur la fébrilité défensive, sur les choix de Roberto De Zerbi avec notamment Geoffrey Kondogbia, sur la fébrilité également en ce moment de Leonardo Balerdi. Même s'ils retiennent bien évidemment la victoire, certains supporters se posent encore quelques questions. Alors Karim avait raison de replacer le débat, la vision du verre à moitié plein. L'Olympique de Marseille est deuxième au classement, 20 points obtenus en 10 rencontres, deuxième attaque du championnat, deuxième meilleur buteur. Pour autant, tu ne peux pas empêcher les supporters de penser qu'il y a encore du taf en défense et en l'absence d'Amin Harit, que le poste de meneur de jeu, il n'y a pas véritablement de plan B, quoi. Dans cette émission, on essaie d'être objectif et logique. C'est vrai qu'il y a une victoire, c'est vrai que l'OM a bien joué, c'est pas évident. Dans les 30 premières minutes, on a survolé ce match. Après, moi, ce que je trouve, c'est que dans les temps faibles, on est vraiment trop faible. Et donc ça, il va falloir remédier et les supporters ne s'y trompent pas. C'est-à-dire que cette équipe-là, il y a des moments où elle te fait peur. Et on dit la sécurité sociale, c'est pas du tout ça. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi en prendre conscience. Si tu n'en prends pas conscience, évidemment, je te le dis régulièrement, Marco, quand tu as un problème et que tu y tournes autour et que tu ne vas pas dans le problème, que tu es dans le déni. Voilà, un jour ou l'autre, tu te le reçois en pleine figure. Donc, ce que l'on voit, crois-moi que le coach, il le voit aussi, parce qu'il y a eu des mécontentements à plusieurs reprises pendant le match, où il a tapé dans les bouteilles, il était mécontent. Je vais aussi retenir la suffisance que l'on a eue après le premier but, avec des contrôles orientés, avec des râteaux. Il s'est agacé de ça. C'est aussi ça qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire que quand tu gagnes à 0, arrêtez avec cette suffisance. Allez mettre le deuxième, c'est important. Là, il y a des gestes de De Zerbi qui sont logiques. Alors on a beaucoup parlé de la défense et effectivement de cette inquiétude qui est ressentie par les supporters. On n'a pas beaucoup parlé du match d'Ismaël Koné en meneur de jeu. Est-ce que ça vous a convaincu ? Est-ce que ça vous a moyennement convaincu ? Est-ce que vous a pas du tout convaincu ? Moi, ça m'a pas convaincu. Voilà, le match d'Ismaël Koné, c'est vrai qu'on en attend beaucoup, c'est normal, c'est une nouvelle recrue, il est arrivé cette saison, il a du mal, on va dire, à s'acclimater à l'Olympique de Marseille. Alors ça n'a pas été facile avec une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant un petit moment, même s'il est il est bon avec le Canada, avec son équipe nationale, mais c'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille, il a du mal à trouver sa place. En fait, on ne sait pas si c'est un milieu relayeur, si c'est un milieu plutôt créatif, si c'est un milieu défensif. Sincèrement, à l'Olympique de Marseille, je n'arrive pas à voir où il peut jouer dans ce milieu de terrain quand il y aura Amin Harit, quand il y aura Rabiot, quand il y aura Højbjerg. Et c'est vrai que face à Nantes, pour moi, il n'a pas marqué des points. Alors attention, quand ce genre de joueur... Je te dis, quand tu le mets un poste, que tu dis ouais, mais il n'a pas été bon, mais c'est pas son poste. Tu le remets un peu plus haut, ouais, mais c'est pas son poste. À un moment donné, tu te dis, mais c'est où son poste ? C'est justement pour ça que. Voilà, moi je veux bien tout écouter, tout entendre. Ouais, mais ici, d'habitude, je joue plus haut. Ok, on l'a mis plus haut, ouais, mais bon, non, mais à un moment donné, les gars, moi je veux bien. Alors. Il a réduit sa distance quand tu portes le ballon et ses contrôles ont été réduits. Parce qu'à Lyon, il a fait des contrôles qui étaient à 5 mètres, le ballon était à 5 mètres. Donc, effectivement, là-dessus, il s'est un petit peu amélioré. Par contre, au niveau de la qualité de passe, au niveau des idées de jeu à ce poste-là, il faut souvent des joueurs très intelligents, des joueurs qui accélèrent le jeu en cassant les lignes par des passes intelligentes. Amin Harit sait le faire, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, Ismaël Koné, je ne l'ai pas vu faire ça. Alors, à de nombreuses reprises, Jaco rappelait l'envie qu'il aurait de voir Mason Greenwood en l'absence d'Amin Harit à ce poste de meneur de jeu, juste derrière l'attaque. Est-ce que toi, tu rejoins
Jaco dans cette envie. Ça peut être une possibilité avec Luis Enrique et Jonathan Rowe sur les côtés. Après, on sait que si Mason Greenwood va être replacé dans l'axe du terrain, il va falloir qu'il défende. Et on sait que c'est pas forcément sa tasse de thé de défendre. On l'a vu notamment face au Paris Saint-Germain. Alors, je dis pas qu'il Il défend pas beaucoup plus sur le côté non plus. Non, c'est sûr, mais sur le côté, c'est moins dangereux que si c'était dans l'axe. Et on sent que je pense que De Zerbi a trouvé son équilibre au milieu de terrain avec Højbjerg en pointe basse et avec Rabiot et peut-être un Amin Harit ou un Ismaël Koné juste devant. Alors c'est sûr que quand l'OM va avoir le ballon, si on a Mason Greenwood derrière l'attaquant qui oriente le jeu, que c'est lui qui donne le tempo à cette équipe, c'est sûr qu'il va être efficace et que l'Olympique de Marseille va être un peu plus dangereux offensivement. Après, j'ai un peu plus de doutes sur l'aspect défensif. Alors moi, Jaco, est-ce que tu tu entends ces arguments-là? Est-ce que tu es d'accord avec le Enzo défensif? Non, mais j'en ai marre. Vous avez vu Messi défendre? Vous avez vu Neymar défendre? Là, tu viens de faire un comparatif entre Messi et Greenwood et Greenwood. C'est des Jaco. super joueurs, mais Greenwood, c'est un joueur talentueux. Vous lui demandez aussi de défendre. C'est un attaquant, il faut qu'il défende aussi. Non, Jean-Pierre Papin, à l'époque, c'était le numéro 9, il défendait pas. Greenwood, c'est pas un 9. Non, mais Greenwood, il est sur le couloir, tu veux le replacer en numéro 10. J'ai pas envie qu'il défende, moi. Je vais lui dire, ne défends surtout pas. Garde ton énergie, garde ta lucidité nécessaire en attaque, parce qu'au football, en principe, si tu veux gagner, il faut marquer des buts. Et il faut que tu aies la lucidité et les capacités physiques d'être capable de marquer devant les buts. Arrêtons de vouloir défendre. Maintenant, c'est nouveau, ça. L'attaquant, il faut qu'il défende. Et les défenseurs, il faut qu'ils attaquent aussi. Donc, les couloirs, je veux bien que tu aies des joueurs de couloir qui t'apportent un petit peu, mais un attaquant, un numéro 9, ou un numéro 10, le véritable numéro 10, le meneur de jeu, alors qu'il fasse écran lors d'une contre-attaque, je veux bien, mais c'est pas son rôle. C'est pas à lui de venir défendre, parce qu'après, il lui manque de l'énergie. Et alors, comment tu expliques, effectivement, parce qu'il y a certains arguments d'Enzo qui sont plus que recevables, comment tu expliques? Moi, j'arrive pas à imaginer une seconde que cette idée, ça n'ait pas effleuré l'esprit de Roberto De Zerbi. Pourquoi il n'attente pas? Parce que Valentin Carboni blessé, Amin Harit suspendu, Ismaël Koné, c'est pas Léo Messi non plus. Vous avez déjà vu Amin Harit défendre ou pas? Non. Expliquez-moi. Ben voilà, donc Amin Harit, il défend pas. À ce poste-là, Amin Harit, oui, il Enzo, tu remballes tes arguments. Non, je les garde. Je maintiens. Mais surtout pas. Mais je te le dis, moi, si je suis entraîneur, je lui dis, attention de ne pas défendre. Je veux que tu sois tes idées claires. Et à ce poste-là, après le football aussi, les gars, ce n'est pas un baby-foot. Il est à ce poste-là. Il peut changer en cours de match. Ils le font régulièrement. Ils changent, que ce soit Jonathan Rowe avec Greenwood. Ils changent d'aile. Tu peux aussi faire passer Luis Enrique dans l'axe et faire venir sur le couloir Mason Greenwood en cours de match. C'est possible aussi. Tu peux. C'est pas attaché. Mais moi, je pense que tu as vu ce qu'il est capable de faire dans des petits espaces. Parce que quand tu rentres dans cette surface ou 5 mètres devant la surface de réparation, il y a beaucoup de monde. Si tu n'as pas un joueur capable, talentueux d'éliminer par des dribbles, eh bien évidemment que tu es en difficulté. Et lui, il sait le faire. Voilà, c'est ce que j'en pense. Bon, Mason Greenwood, pour l'instant, c'est pas une solution retenue par Roberto De Zerbi. Ismaël Koné, ça vous a pas convaincu visiblement ni l'un et ni l'autre. Ça vous inquiète quand même, en l'absence d'Amin Harit, de ne pas avoir de véritable plan B derrière? Ben oui, c'est inquiétant parce que pour le moment, il n'y a qu'Amin Harit. Il était suspendu contre Nantes. Et Amin Harit ne pourra pas faire toutes les rencontres de la saison. Au bout d'un moment, il va avoir peut-être des temps faibles. Il va falloir le faire souffler. Et c'est à Roberto De Zerbi de trouver la solution. Alors, même si je ne suis pas un adepte de Mason Greenwood en poste de numéro 10, ça peut être une solution pour lui. Mais c'est vrai que... Ou alors passer à 2 attaquants. Mais ça aussi, je ne pense pas que Roberto De Zerbi souhaite passer avec 2 joueurs offensifs un peu plus haut et 2 vrais milieux de terrain, en sautant l'aspect du numéro 10. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que De Zerbi, il a trouvé son équilibre avec vraiment un Rabiot, un Højbjerg et quelqu'un avec eux pour les accompagner. Mais c'est vrai que le Amin Harit, c'est vraiment pour le moment le numéro 1 à ce poste-là. Alors, la victoire à Nantes, c'était l'actu principale de ce week-end. Il y avait une autre actu importante en fin de semaine dernière. La petite friction entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarak. On rappelle un petit peu les faits. JPP, entraîneur de l'équipe réserve. Ali Zarak, responsable de la Pro 2. Des problèmes relationnels entre les deux hommes. Des divergences professionnelles. Une intimidation, on ne sait même pas si c'est lié de près ou de loin à cette histoire. Une plainte de Jean-Pierre Papin. À l'arrivée, Pablo Longoria convoque les deux hommes. Jean-Pierre Papin est confirmé au poste d'entraîneur de l'équipe réserve.
Et dans le même temps, à Lizarac, on lui confie d'autres missions de scouting, de mercato, de surveillance des équipes réserves d'autres équipes européennes. Fin de l'histoire? Fin du game ou pas? Oui, je pense que bon, déjà, il les a séparés, ils travailleront plus ensemble. Alors moi, Alizarac, je ne le connais pas, je ne m'hasarderai pas à le juger, mais je dis juste que ça fait quand même beaucoup. On entend beaucoup de choses sur ce monsieur. Au niveau de la légitimité, je pense que quand tu as un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Papin et Ballon d'Or, il a un peu plus de légitimité à l'Olympique de Marseille. Et s'il y avait eu malheureusement un départ de Papin, je pense que les supporters, ils auraient grincé des dents parce qu'à Alizarac, s'il s'en va, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient sauté au plafond, qui auraient été mécontents. Donc je pense que c'est une bonne solution. Encore une fois, il fallait le faire. C'était tout simplement indispensable. Papin était mal à l'aise, son équipe tourne bien, il s'entend très très bien avec Roberto De Zerbi sur le choix des jeunes. Donc voilà, encore une fois, bon, le Pablo Longoria a bien travaillé. Grincement dedans, il y a eu quand même, parce qu'il y a eu une levée de boucliers sur les réseaux sociaux. Les supporters ont clairement fait passer le message. La légende du club, Jean-Pierre Papin, on n'y touche pas. Oui, tout le monde était derrière Jean-Pierre Papin. Même lui, je pense que les joueurs également de la réserve étaient derrière leur coach, parce que comme le disait Jacques, c'est une équipe qui tourne bien. Mais au final, cette affaire, elle a des répercussions sportives, parce que ce week-end, ils se sont inclinés 2-0 face à Corté. Ouais, le contexte, corse n'est pas arrangeant non plus. Peut-être, mais on va dire que le contexte aussi au sein de l'Olympique de Marseille peut-être a joué aussi des tours sur ce week-end. Mais c'est bien en tout cas que Pablo Longoria ait tranché rapidement dans l'art et qu'on passe à autre chose. Un mot à présent sur un garçon qui est en train de monter en charge, qui est en train de reprendre son rythme de croisière. C'est Adrien Rabiot qui fait un bien fou au milieu de terrain marseillais et qui fait la paire avec son compère Pierre-Émile Højbjerg. C'est une star. C'est une star, évidemment. Quand il est arrivé, il y avait énormément de monde à l'aéroport. Les gens ne se trompent pas. Tu es venu accueillir une star. Quelqu'un qui a des qualités physiques, mentales, footballistiques hors du commun. C'est pratiquement un joueur titulaire en équipe de France, alors qu'à ce poste-là, au milieu, il y a beaucoup de monde. Donc avoir Adrien Rabiot avec nous, c'est inespéré. C'est encore, on va dire, bravo Mehdi Benassia, parce que personne n'y pensait quand tu disais peut-être que Rabiot, c'est pas possible. Donc ce garçon-là, et encore, je pense qu'il n'est pas à 100% de ses capacités. Parce que à 100%, on va voir un Adrien Rabiot, même buteur, même efficace, même s'il a tiré sur la barre dimanche soir à Nantes avec son pied droit. Mais c'est un joueur exceptionnel. Et ça fait combien de temps qu'Olympique de Marseille n'avait pas un joueur de cette qualité? Combien de temps qu'on n'a pas de joueur en équipe de France? Oui, on avait Matteo Guendouzi qui faisait des entrées, il faisait 22, 23e. Lui, c'est un titulaire. C'est vraiment une comment dirais-je, une pige du milieu de terrain de l'équipe de France. Comment tu vois, toi, la montée en charge de Rabiot? Rabiot, Jaco en parlait, il n'est pas encore à 100% de sa capacité. Il y a encore beaucoup de marge? Oui, je pense. Comme tu le disais, il monte en puissance, tout simplement. Match après match, on sent la capacité physique d'Adrien Rabiot à revenir à 100%. Il va sûrement être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Chacun fera son opinion. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour qu'il retrouve aussi le rythme de la compétition, qu'il retrouve le rythme, entre guillemets, des matchs importants, des matchs à haute intensité. Et on sait que l'Olympique de Marseille doit mettre de l'intensité dans ses matchs. Et Adrien Rabiot à 100%, ça va être même pas besoin de le dire, c'est un titulaire indiscutable. Il apporte de la sérénité, premièrement. Quand on a Rabiot et Højbjerg, on est tranquille au milieu de terrain. Et même, c'est un milieu qui se projette, c'est un milieu qui vient défendre, c'est un milieu qui parle beaucoup, c'est un vrai leader. Voilà, comme le disait Jacques, moi, j'ai pas un joueur en tête à l'Olympique de Marseille avec autant de standing qu'Adrien Rabiot lors de ces dernières années. Adrien Rabiot, qui a confirmé à nos confrères de la Provence qu'il préférait évoluer sur un poste de relayeur un peu plus haut sur le terrain plutôt pas en sentinelle mais en position plus défensive, plus basse. Oui, parce que c'est un très très bon récupérateur, mais c'est surtout quelqu'un qui a une qualité technique dans la dernière zone qui est efficace. Lui, il est capable de faire une superbe passe. Donc moi, je le vois vraiment à ce poste-là. On le dit, si tu fais une défense avec deux milieux récupérateurs et une pointe haute, tu peux le faire. Tu peux aussi avoir un V. Il est capable de jouer dans tout au milieu, mais où il est le plus efficace, effectivement, c'est de jouer un petit peu plus haut, parce que régulièrement, c'est le fameux box-to-box, c'est-à-dire que capable
avec ses dribbles et avec sa vitesse, de porter le ballon dans le camp adverse. Pas forcément par une passe, mais en le portant lui-même avec ses pieds. Et donc, c'est toute la différence. Quand tu as un joueur qui va jeter le ballon, il y a 9 chances sur 10 qu'il n'arrive pas sur un partenaire. Lui, il le porte le ballon. Et quand il le donne dans le camp adverse, la passe, elle est souvent dangereuse. Donc, c'est vrai que je le préfère à ce poste-là. Et Rabiot qui apprécie fortement de pouvoir discuter avec Roberto De Zerbi. Il dit que le coach n'hésite pas à écouter un petit peu les retours d'Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Højbjerg, certainement plus que d'autres joueurs, parce que les deux sont très très expérimentés, ils ont travaillé dans des grands clubs, et donc il apprécie vraiment cette complicité avec le coach. C'est surtout plus facile, je pense, pour Roberto De Zerbi de parler avec Adrien Rabiot qui parle couramment italien, donc pour faire passer ses messages au sein de l'équipe, c'est beaucoup plus facile. Avec un Pierre-Emile Højbjerg qui parle couramment peut-être l'anglais, qui parle peut-être aussi l'italien, qui parle aussi le français, donc voilà, ce sont deux joueurs vraiment relais pour Roberto De Zerbi, et on sent qu'Adrien Rabiot parle aussi beaucoup avec ses coéquipiers lors des matchs, quand on a des plans serrés sur le joueur, ou même quand on voit au stade, il parle beaucoup avec des jeunes joueurs, et beaucoup l'écoutent aussi, et je pense que ça aussi c'est important pour Roberto De Zerbi et son staff. On a commencé la saison avec une hiérarchie dans l'attaque marseillaise, avec un Eli Wahi au centre de l'attaque, un Luis Enrique qui a enchaîné les belles performances. Est-ce que vous sentez que depuis quelque temps, les cartes sont rebattues un petit peu, avec un Jonathan Rowe qui s'est montré à son avantage, et Neil Maupay qui soigne ses stats, quoi? Et oui, effectivement, on en parlait hier, Neil Maupay a apporté beaucoup de fraîcheur à cette attaque marseillaise. Quand il est là, c'est différent. Alors, techniquement, il est peut-être moins à l'aise qu'Eli Wahi, mais par contre, dans l'envie, dans la passion, c'est un véritable numéro 9, c'est un poison des surfaces. Au deuxième poteau, les buts ne sont pas forcément extraordinaires, mais ils sont efficaces. Et donc, Eli Wahi, lui, doit travailler, parce que je pense qu'il est quand même au poste de Luis Enrique, c'est-à-dire sur le couloir, comme il faisait à Montpellier. Eli Wahi est plus performant qu'en tant que numéro 9. Donc voilà, après tu me parles de Jonathan Rowe. Lui, pour moi, je le dis régulièrement dans le débrief, quand Jonathan Rowe est là, il y a la lumière sur le stade. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Une accélération, il y a cette insouciance, on dribble, on essaye, on fait des passements de jambes, on fait des centres rapides. Jonathan Rowe, on est très 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 heureux d'avoir ce joueur talentueux. Moi, je suis, et Karim le sait, je suis amoureux de ce joueur. J'aime bien ces joueurs-là qui prennent des risques. C'est ton fils, il te dit. Oui, mais voilà, c'est mon fils adoptif, vous le savez. Mais dans les papiers, tout est fait, tout est acté. Voilà. Bonne nouvelle, bravo Jaco. Je le note. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça dans cet effectif. J'en avais vraiment besoin. On parle beaucoup d'implication. Est-ce que vous avez l'impression que des joueurs comme Mason Greenwood ou Eli Wahi, justement, on leur demande d'avoir un peu plus de vigilance sur l'implication et sur l'envie manifestée sur le terrain? Ouais, c'est normal. Et l'image en tête, c'est contre le Paris Saint-Germain, où c'est vraiment une fight collective contre le PSG. Mais c'est vrai que si tu me parles de Wahi et de Greenwood, on en attend beaucoup plus dans la rigueur défensive, beaucoup plus dans l'effort avec l'équipe, beaucoup plus de courses également. On les sent des fois un petit peu timorés, un petit peu nonchalants. Alors attention, ça, on ne remet pas en cause leur qualité de jeu, c'est de très très bons joueurs. Mais c'est vrai que par exemple un Eli Wahi, il a une vraie concurrence, et quand on voit le match de Neil Maupay contre Nantes, Eli Wahi peut avoir du souci à se faire. Après, même si je pense que ce ne sont pas deux styles de joueurs complémentaires, c'est vraiment deux styles différents. Comme le dit Jacques régulièrement, peut-être qu'un Eli Wahi il est peut-être plus efficace sur un couloir, et qu'un Neil Maupay est peut-être plus efficace en tant qu'attaquant de pointe. C'est vraiment un renard. Le but qu'il met, Maupay, je suis pas sûr que Wahi le mette. Il est là, il traîne, il se déplace. On regarde l'action, il se déplace tout le temps. Il sent. Voilà, c'est ça, il sent le jeu. Et dès que Rowe va pour centrer, il plonge derrière Nicolas Pallois et ça fait but. Donc sincèrement, il y a vraiment deux attaquants que Roberto De Zerbi peut s'appuyer pour jouer avec des styles différents. Eli Wahi, j'ai du mal à comprendre son comportement. Tu sais, quand tu recrutes un joueur et un homme. Et alors le joueur, pas de problème, mais l'homme, ils ont des difficultés, que ce soit Brian Dabo, Paul-Georges Ntep, Mbaye Niang, Eli Wahi, c'est des joueurs talentueux très jeunes, très tôt. Et donc, avec une nonchalance naturelle. Voilà. Et ils ont été habitués.
Et tu sais, je me permets de parler d'Mbanyang parce qu'il l'a dit. Il l'a dit à Kamavinga. Il a dit, moi, je me suis senti trop fort, trop jeune. Le gars, il était au Milan AC à 16 ans et demi, il gagnait 160 000 euros par mois. Et donc, tu penses que tu n'as plus à fournir d'efforts. Avoir la tête sur les épaules. Voilà. Et Liwayi a été très fort, très jeune. Et il pense qu'il ne faut plus fournir d'efforts. Alors que non, il va falloir qu'il entretienne ça. Il a des qualités techniques exceptionnelles. Ce qu'il va falloir qu'il entretienne, c'est son physique, c'est son mental. Aller au charbon. Ne pas penser que, comme tu as des enfants doués à l'école, s'abriter en se disant, bon, voilà, je vais réussir tranquille. C'est ça qu'il doit. Il doit forcer. Mais je suis persuadé que c'est un très très bon joueur. Et tu le vois. Les contrôles, ce qu'il est capable de faire avec les pieds. Mais il faut qu'il ait l'envie et la passion. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un problème que de nombreux jeunes footballeurs peuvent rencontrer ? Le fait de savoir qu'ils sont doués à la base et qu'ils mettent un petit peu l'implication et le travail sur le côté, et que ça leur fait défaut, et qu'ils passent souvent, pour certains, à côté d'une jolie carrière. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que le football, c'est pas qu'avec les pieds, c'est aussi avec la tête, et que l'aspect mental, il est trop important quand on est un joueur professionnel. Il y a plein de choses à prendre en compte, il y a l'entourage, il y a le climat familial, il y a les conditions de sommeil, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on se repose bien, est-ce qu'on fait du sport à côté, est-ce qu'on s'entretient physiquement. Donc il y a plein de ces choses-là qu'un jeune joueur avec un bon entourage doit être capable d'avoir. Et si en plus de ça, mentalement, c'est quelqu'un de très fort, qui n'a jamais rien, qui travaille et qui ne baisse pas les bras, automatiquement, il fera une très belle carrière. Ouais, mais c'est facile à dire. Parce que bien sûr que c'est facile à dire. À 16 ans, tu m'aurais donné 160 000 euros par mois. Crois-moi que j'avais la moto, j'aurais acheté le phare chromé, je partais là-bas jouer 200 euros au casino là-bas. Non, mais les filles, les femmes, les gars, non mais c'est vrai, il faut aussi... C'est pour ça que l'entourage est important. Mais voilà, mais mon père, il aurait réussi, je partais par la fenêtre. Non mais c'est vrai, on est en train de critiquer, il faut qu'il fasse la sieste. Mais c'est dur aussi. Les gars qui sont en centre de formation, c'est compliqué aussi d'être un jeune footballeur sérieux. Il faut le comprendre, il faut l'admettre. Mais c'est aussi ça quand tu réussis. Sacrifices. C'est des sacrifices. Mais moi, personnellement, même si j'avais été bon, je pense que j'aurais peut-être pas été capable, avec 160 000 euros par mois, d'être raisonnable. Jaco, on reste tous les deux ensemble pour ça. Pour la dernière question de l'émission, on l'a appris ce matin, perquisition au siège de la LFP et au domicile de Vincent Labrune après l'ouverture d'une enquête pour soupçon de corruption. Il est question de faire la lumière sur une petite somme, 37 millions d'euros, et sur les conditions du deal entre la CVC, Capital Partners, un des plus gros fonds d'investissement américains, et la LFP. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Alors, je ne m'hasarderai pas à rentrer sur ce sujet parce qu'aujourd'hui, il est présumé innocent. Jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Par contre, moi, ce monsieur me gêne dans la gestion depuis qu'il est là. C'est catastrophe sur catastrophe. Les droits télé, ce qu'il a été, je pense qu'il a offensé Canal+, avec Mediapro, avec les gens qui sont venus. Il a fait tout faux. Il nous a annoncé 1 milliard d'euros alors qu'il n'y a aucun revenu de ce montant-là. Il y a une gestion catastrophique de sa part. Sa prestance, chaque fois qu'il ouvre la bouche, je le trouve suffisant. On dirait que c'est le roi. Et je trouve qu'il n'a aucune légitimité d'être à ce poste-là. Quand on nous parle des chants homophobes, de tout ce qui se passe, des fumigènes, laissez-nous tranquilles. Non mais ça existe, Jaco. Oui, mais que ça existe, que ce soit puni, oui. Ok, mais aujourd'hui, il y a quand même de l'urgence à régler dans les villes, en France. Il y a beaucoup de choses à régler. Après, quand tout cela sera réglé, on commencera à regarder si tu as la ceinture de sécurité et si tu chantes au stade. Tu comprends, Marco ? Il y a des choses plus importantes, beaucoup plus graves qui se passent en France. Donc là, on nous ennuie dans les stades où les gens ils viennent un peu se divertir, chanter. Mais c'est là. Oui, mais tu peux chanter au cœur de la lune, pas forcément. Mais il y a des petits. Oui, non, mais je comprends, Marco, mais arrêtons de penser. Je le condamne fermement. Bien sûr, bien entendu. C'est bien que tu le dises. Non, mais avant de faire ça, Marco, je comprends qu'il y a beaucoup de choses à régler avant. Tu comprends ? C'est ce que j'en pense. Allez, quelques semaines après la réélection de Vincent Labrune, ça fait un peu désordre. Merci les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Enzo. Merci Marco. Merci mon Jaco. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Karim Attab sera de retour demain à cette même place, 18h, le bar des supporters, tous les jours, du lundi au vendredi. À demain.